Bonjour et merci d'être présent. On sait très bien que le samedi matin, le dimanche matin, c'est toujours difficile de se lever. Pour ceux et celles qui s'intéressent aux questions du droit et de l'édition, et plus précisément de l'édition numérique, puisque c'est quand même une nouvelle question qui fait causer, on aura l'occasion de retrouver Emmanuel Pirat avec les écrivains et un éditeur, Brajlon, qui n'est pas n'importe lequel dans le milieu de l'imaginaire, qui pourront débattre aussi, je crois, si on me rappelle bien, le programme que j'ai moi-même élaboré, c'est cet après-midi. À 17h. À 17h, il est prévenu un peu. À 17h, et donc vous aurez l'occasion là d'avoir une confrontation passionnée, j'espère, mais néanmoins amicale, sur les trois acteurs qui sont l'écrivain, bien sûr, l'éditeur, mais aussi le juriste. Et on verra qu'il y a, un peu comme dans le triangle amoureux, sous le pied du tapis, d'autres personnes dont on distingue les pieds. Peut-être les plateformes numériques, d'autres acteurs, mais ça, Emmanuel Pirat connaît beaucoup mieux ces sujets-là que moi, et donc il commencera ce matin peut-être à expliciter un petit peu ces questions. Alors, je vais lui demander, on va lui demander de se présenter, je vais juste dire, vous allez le connaître déjà, vous avez vu l'affiche, c'est aussi l'intérêt du site internet. Donc je ne fais jamais de longues présentations de nos invités, je préciserai quand même qu'Emmanuel Pirat a une qualité ou un défaut, c'est selon il dort peu. C'est la seule chose qui peut expliquer, à part le fait que nous l'ayons cloné, c'est la seule chose qui peut expliquer comment cet homme arrive à être aux quatre coins de la planète pour faire des conférences ou des formations, comment il arrive à publier autant de livres, qu'il s'agisse de romans, d'essais ou parfois de préfaces, et puis qu'en même temps, visiblement, cet homme est un avocat réputé, y compris, allez, on peut faire le secret, il ne le dirait pas lui-même, y compris le mien, et j'en suis heureuse et fière. Donc voilà, c'est un homme qui sait faire beaucoup de choses, qui le fait avec passion, et c'est pour ça que bien qu'il n'ait pas écrit de romans de science-fiction, d'imaginaire, de fantasy, etc., on a beaucoup de plaisir à l'inviter. J'en reste là parce que sinon vous trouverez qu'on va en venir au vif du sujet, que c'est pas la peine de faire son éloge ce matin. Voilà, en tout cas merci Emmanuel Pirat d'avoir pris encore un peu sur vos 2 heures de sommeil pour être présent aux Imaginaires. Donc la première question que je voudrais poser avant d'en venir au vif du sujet, qui est quand même l'édition numérique et le droit, c'est peut-être en quelques minutes d'expliquer pour nos festivaliers quel est le rapport historique, en particulier en France, entre deux notions qui a priori n'ont pas de rapport entre elles, mais on va voir que si. L'écriture, le bonheur d'écrire et de publier, et puis le droit, la justice. Emmanuel Pirat. D'abord bonjour à tous, merci de vous être levés pour subir un cours de droit en quelque sorte, et puis merci à Stéphanie de faire mon éloge. Moi j'aurais bien continué pendant 10 minutes quand même, mais bon, écoutez, voilà, on a le où qu'on peut, alors des fois c'est une amie. Alors, cette vaste question que le rapport entre le droit et le livre, ou le droit et l'édition, en théorie, à la fac, ça me fait un cours de 36 heures que je prodigue. Donc, si vous avez jusqu'à peu près mardi matin, on peut le faire non-stop. Vous avez compris que la pause est de 2 heures, entre 2 heures et 2 heures et 4 heures du matin. Voilà, c'est à peu près la seule que j'octroie. Donc, on va essayer de synthétiser en très peu de mots. Rappelez peut-être que le livre et le droit ont des rapports, on va dire, forcément compliqués et houleux, qui sont généralement en défaveur du livre et des écrivains, ou des éditeurs, ou des gens du livre, ou des libraires, et ce depuis, on va dire, bien longtemps. Simplement quelques dates clés ou quelques moments importants. Premier catalogue de livres jamais écrit ou publié, en quelque sorte. Première bibliographie, quel qu'en soit le sujet, jamais donné, Charles Quint pour la liste des livres défendus et interdits. Donc c'est ce qu'on considère en bibliographie comme la première bibliographie au monde. Hein. Donc déjà le ton est donné, puisque le premier livre qu'on consacre pour recenser des livres, c'est pour indiquer ce qu'il ne faut pas lire. Depuis 5 siècles et des poussières, nous vivons sous ce régime en quelque sorte. Tous les livres sont des objets de droit soumis à des interdictions plus ou moins complètes, jusqu'à des moments de délire absolu, puisque le chancelier d'Aguesseau en 1736 a eu la bonne idée de vouloir interdire les romans. Donc, ce qui, à un moment où le genre commençait à avoir fait largement ses preuves, était un peu compliqué d'application immédiate. C'est donc voilà, un projet de loi, on va dire, typiquement sarkozyste en quelque sorte, donc il s'est arrêté très vite. Et aussi farfelu. Donc, et puis ensuite on trouve à peu près à la même époque des choses plus intéressantes qui sont le début d'articulation entre le rapport entre le statut d'auteur et le droit, c'est-à-dire la reconnaissance peu à peu
du passage, on va dire, du copiste ou de celui du scribe, en quelque sorte, à véritablement la reconnaissance d'un statut complet d'artiste, d'auteur, alors au début sous couvert de privilèges, puis peu à peu la construction de ce qu'on appellera le droit d'auteur, donc, qui est une invention du siècle des Lumières, sous sa forme moderne, qui considère que l'auteur jouit d'un certain nombre de prérogatives, des prérogatives patrimoniales, le fait de pouvoir articuler les supports sur lesquels il entend voir son œuvre exploitée, combien de temps, par qui, etc., avec quelle rémunération à la clé, et puis à côté de ça, des choses qui sont beaucoup plus, on va dire, impalpables, qui sont de l'ordre de l'intime et du personnel, ce qu'on appelle le droit moral, plus ou moins, c'est donc des prérogatives extraordinaires en droit, qui vont lui permettre de faire valoir. Ce sont des questions que je pose parce qu'elles se reposeront dans le cadre de l'édition numérique de façon évidente, elles sont toujours aujourd'hui en droit et dans toutes les législations applicables. Donc le droit moral, c'est-à-dire le droit au respect de son œuvre, qu'elle ne puisse pas être mutilée, modifiée, découpée, mise en extrait, on va dire adaptée sans son autorisation et sans qu'il ait pu voir les modifications, le fait qu'il y a un droit à la paternité, que son nom doit rester inscrit et attaché de façon permanente et perpétuelle, etc. Tout un système de pensée qui place l'auteur véritablement, on va dire, au sommet d'une sorte de pyramide où l'on va trouver le lecteur d'un côté, avec l'idée de domaine public, donc l'idée aussi d'un droit à la culture, et pas uniquement d'un droit de la culture, et puis de l'autre côté, l'éditeur libraire, à l'époque c'est la même profession, et donc l'auteur qui en quelque sorte domine tout cela, pactisant avec l'un et sachant qu'il va à un moment perdre on va dire la maîtrise de sa progéniture littéraire au profit de l'humanité et du patrimoine culturel commun. Je continue comme ça, je peux faire pendant des heures. Hein, donc en clair, c'est un vieux couple qui n'est régi par aucun texte général. C'est-à-dire que nous sommes toujours aujourd'hui, et c'est à la fois heureux et malheureux, c'est toujours heureux parce que quand on commence à régir la totalité d'une corporation, c'est inquiétant, c'est généralement des textes vichistes. Hein. Donc quand on a aujourd'hui la totalité des règles, on va dire, dans un seul corpus où on vous indique tout ce qui est possible ou impossible de faire avec des livres, ça m'inquiéterait beaucoup. Ça veut dire qu'il y a une carte professionnelle d'écrivain qui serait délivrée avec ceux qui ont le droit et ceux qui n'ont pas le droit d'écrire, ceux qui bénéficieraient, etc. Je préfère le système un peu plus désorganisé, néanmoins le système est tellement désorganisé aujourd'hui que c'est un empilement d'environ 452 textes minimum, et là je parle juste des lois, je ne vous parle même pas des articles différents qui régissent le métier d'éditeur, d'écrivain, d'illustrateur, de livre, etc. Et on est encore juste sur la version papier. Pour la version numérique, on en est actuellement à 24 lois, 32 directives européennes, et aucune, on va dire, va véritablement aborder de front le sujet. Voilà pour l'avance. Eh bien, ça lance le débat, la réflexion, et tout de suite on va rebondir justement, puisque c'est notre sujet, le livre numérique. Est-ce que peut-être vraiment en quelques mots, on pourrait d'abord définir, avant d'en venir au fond des rapports entre le droit, l'auteur et ceux qui vont diffuser, qu'est-ce que c'est le livre numérique? Quelle définition juridique? Je ne parle pas de la réalité des appareils technologiques qu'on peut voir apparaître. Et puis, à partir de là, qu'est-ce que, selon vous, ça va changer dans le fonctionnement actuel de l'édition? Voilà, les premières pistes de réflexion, ça nous laisse déjà le temps de faire un début de conférence d'Emmanuel Pirat. Bien. C'est bien, les questions de Stéphanie sont très ouvertes, donc alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'édition numérique ou le livre numérique? Personne n'en sait rien. En réalité, soyons sérieux, en droit, personne n'en sait rien et personne n'est capable, on va dire, de donner une définition. Et quiconque s'y aventurerait aujourd'hui en termes de législation à vouloir définir ce qu'est un livre numérique se foudrait le doigt dans l'œil à peu près jusqu'au coude, parce que d'ici 6 mois, en gros, sa définition, elle sera totalement obsolète. Si vous prenez les quelques textes qui parlent du numérique ou de l'édition, par exemple les plus récents qui viennent d'entrer en vigueur, parce qu'il y a toujours un décalage entre le moment où la directive européenne arrive, la loi, le Parlement national finit par comprendre qu'il doit statuer de façon obligatoire sur le sujet, ensuite de quoi, comme il ne comprend rien, donc c'est toujours inquiétant hein, quand vous avez des gens qui généralement lisent peu de livres, mais qui en plus n'ont aucune idée de comment marche Internet, sont chargés de légiférer sur le livre numérique. C'est ce qui s'est passé pour le prix du livre numérique il y a à peine quelques jours. Vous posez la question, on aurait dû faire un test, vous savez, un sondage à la sortie de l'Assemblée pour savoir, est-ce que vous pouvez me dire quand même à quoi ressemble un livre numérique? On a envoyé des réponses très évasives. C'est un peu comme ça avait été fait dans un doc à propos du Goncourt, on avait interrogé juste après
proclamation du lauréat, la totalité du jury, et en lui disant c'était un très mauvais bouquin de Laurent Godet. Tous les bouquins de Laurent Godet sont mauvais dans une tautologie, mais enfin bref, en gros c'est la mort, il y a la mort de la vieille dame à la fin, quelque chose comme ça, donc un truc assez marquant, et on disait toujours, et vous avez aimé la fin, et tous disaient ah oui, fin formidable, très optimiste, etc. Enfin bref, en gros il disait des généralités parce que personne n'avait fini le bouquin. Donc quand même, le journaliste dit mais ça se termine quand même avec une mort. Il dit oui mais toute mort est une renaissance. Donc en gros, le livre numérique, le Parlement qui statue dessus ne sait pas ce que c'est. Et les juristes, forcément, parce que les juristes sont bien en peine de savoir ce que c'est. Juste pour votre information, quand on parle de livre numérique en droit et de texte sur le livre numérique, on arrive à des incongruités puisque on a encore aujourd'hui, par exemple, des sympathiques conglomérats qui font du lobbying à tour de champ, à bout de couloir d'assemblée plutôt et de bureaux de parlementaires par parlementaires pour venir essayer de caser un amendement au profit de telle ou telle branche de l'industrie ou de telle ou telle forme de tablette qui vient d'être inventée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mon jargon, on ne parle plus, par exemple, de l'Adopi. L'Adopi, c'est un grand texte de loi, mais on dit l'amendement Sony. Vous voyez, donc on est l'amendement Amazon, l'amendement Microsoft, enfin voilà, donc dans notre jargon, pour indiquer des numéros de texte qui on ne retiendra pas par cœur parce que dans, on va dire 2 ans, ils seront obsolètes. En tout cas, donc ceux qui viennent de rentrer en vigueur, par exemple aujourd'hui, on est en train de reprendre les décrets d'application avec les arrêtés qui vont ensuite, etc., sur la DAFSI. Alors la DAFSI, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Vous vous souvenez de Renaud Donnedieu de Vabre? C'était un ministre de la Culture d'il y a déjà quelques temps, donc, qui a sauté en plein milieu, on va dire, d'un débat parlementaire qui était supposé régler une bonne fois pour toutes le problème du téléchargement sur Internet. Donc, vaste sujet, vaste débat, ambition évidemment populiste et démagogique, c'est-à-dire démagogique envers l'industrie ou les conglomérats. Et donc la DAFSI, ça voulait dire droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information. Société de l'information étant le terme qu'on utilise toujours pour parler d'Internet. Donc, je ne sais pas si vous voyez les problèmes déjà de sémantique qu'on a. Donc, définir un livre numérique, on n'en sait rien. D'autant plus que, pour parler toujours des lobbyistes, parce que c'est une chose très intéressante quand on parle de ça, de droit et de rapport entre droit, livre numérique, édition, on parle de gros sous, en quelque sorte potentiels, plus que de sous réels, et on parle essentiellement, on va dire, de jeux de stratégie et d'alliance entre conglomérats de l'édition et conglomérats de la technologie. À tel point que le fameux Sony, dont je parlais de l'amendement Sony, alors on distingue chez nous l'amendement Sony Hard ou l'amendement Sony ou l'autre amendement Sony, parce que Sony n'a pas réussi à s'entendre en interne. Sony fabrique des machines, donc pour écouter, enregistrer, lire ou quoi que ce soit, et de l'autre côté Sony, comme vous le savez peut-être, est une des 4 majors mondiales du disque. Donc ils sont à la fois producteurs de, on va dire, machines à écouter, pirater, tout ce que vous voudrez, dupliquer, et de l'autre côté, en permanence, en train de se plaindre de la perte de leurs bénéfices, ou de la chute progressive de leurs bénéfices. Donc ils ont décidé d'envoyer 2 équipes de lobbying au Parlement français comme au Parlement européen, qui chacune plaide le contraire de ce que fait l'autre. Alors le parlementaire de base, on va dire des Vosges, puisque je suis d'origine de Saint-Dié, je peux me permettre de dire non pas des vacheries, mais des petites piques, qui reçoit parmi 450 propositions dans la journée, donc la politique agricole commune, le prix du lait, les machins, trucs, muches, les bidules sur la radar, et un mec de chez Sony le matin qui lui explique un truc, et l'après-midi, un autre mec qui se présente de chez Sony qui lui explique exactement le contraire de ce qu'il avait commencé vaguement à comprendre le matin. Ça donne des votes totalement ahurissants, donc une absence complète de définition, ce qui fait que le prix du livre numérique est un texte de loi qui a été voté sans qu'on sache du tout à l'intérieur ce qu'est un livre numérique. C'est de la même façon d'ailleurs que la loi sur le prix du livre, celle de 1981, qui avait donc du 10 août 1981, dite loi Lang, dans mon jargon, sur le prix du livre papier, qui fixe un prix unique du livre papier, ne définit jamais ce qu'est un livre. Ce qui est une chose assez formidable en droit, c'est-à-dire de ne pas dire de quoi on parle, parce qu'on n'arrive pas à définir finalement ce qu'est un livre, et que la définition on la trouve dans une instruction fiscale de 1971 qui distingue entre les bottins, les annuaires, etc., les bibles gastronomiques en quelque sorte, etc., pour savoir si ou non, est-ce qu'en plus du numéro de téléphone, s'il y a un commentaire, c'est un livre, s'il n'y a pas de commentaire, ça n'est pas un livre.
Donc, vous voyez, on est donc en réalité sur une instruction fiscale de 1971, reprise dans la loi de 1981, reprise par le législateur en 2011 pour dire il faut donc absolument sauver ou encadrer en quelque sorte le livre numérique grâce à un prix unique. Donc, nous ne savons pas ce qu'est un livre numérique. Et ce qui fait que dans les contrats, de façon concrète, quand on commence à aborder la question des transferts et des cessions de droits, est-ce qu'un éditeur se fait céder les droits numériques, etc., on revient toujours dans la même mécanique que celle qu'on appliquait en matière de livres, c'est-à-dire qu'on ne dit pas vous nous cédez les droits de l'édition, ça ne veut rien dire. Il y a l'édition en poche, il y a l'édition en club, il y a l'édition en gros caractères, il y a l'édition en format ordinaire, il y a l'édition en langues étrangères, etc., etc. Il y a des tas de formes d'édition diverses et variées. Donc on va répéter, on va définir des listes de supports qui vont avoir un caractère numérique. Donc on va commencer, on énumère dans les contrats toutes les formes de téléphonie mobile possibles. Alors on est en train de réfléchir à ce qu'on rajoute ou non en ce moment, donc la télévision connectée, quelque chose qui fait peur aux opérateurs de télévision. Le TF1 tremble, il était temps, à l'idée qu'on puisse passer du temps à regarder Internet sur sa télévision. Bon. Donc nous on réfléchit à l'idée dans les contrats de mettre ou de négocier la possibilité donc de diffuser le livre numérique sur l'écran de télévision familiale. Vous voyez, version DSK, c'est bien parce qu'en plus vous avez le fauteuil vibrant qui va avec le bouquin Fantasy, donc ça permettrait des effets intéressants. Vous êtes en forme là ce matin? Enfin, bien sûr, je me chauffe très bien. Donc, pas de définition du livre numérique, plutôt une définition par opposition ou par contraste. On va dire d'un côté le papier, puis du reste, de l'autre côté, tout le reste ou presque. Sachant que par exemple, on n'arrive pas à définir, pour vous montrer une idée de notre problématique, on a des notions juridiques sur lesquelles auxquelles je suis attaché, il faut bien le dire, parce que ce sont encore une fois des notions nées sous la philosophie des Lumières. Et on va dire que beaucoup de choses, d'idées progressistes qui sont apparues sous les Lumières, me semble plus intéressante, on va dire, que ce qui a été produit par la suite sous l'égide du capitalisme ou des conglomérats. Donc, ces idées fortes selon lesquelles l'auteur a véritablement des droits, et ce n'est pas un droit d'éditeur, c'est un droit d'auteur, dans la terminologie française, terminologie qui a été reprise dans toutes les conventions internationales, l'idée selon laquelle il y a un droit moral, l'idée selon laquelle, etc., etc. Donc toute cette articulation, elle a beaucoup de mérite, elle a quelques défauts. Et ces défauts, on les a aujourd'hui encore dans les textes que nous ne voulons pas défaire pour des raisons beaucoup plus larges que je viens de vous évoquer. C'est-à-dire l'attachement que nous avons, professionnels du droit, à cette construction face à des systèmes de copyright, face à des systèmes, on va dire, d'absorption immédiate des droits et de disparition des auteurs qui sont appelés dans les maisons d'édition américaines en comptabilité des fournisseurs. Ce qui est quand même assez qualificatif qu'on peut apprécier, si à la rigueur on était payé réellement comme les fournisseurs, c'est-à-dire au maximum 90 jours fin de mois. Donc pour revenir à ça, on est quand même obligé de se débattre avec par exemple des notions comme le droit de reproduction et le droit de représentation. La reproduction, c'est le fait de pouvoir en quelque sorte diffuser ou exploiter une œuvre sur un support à peu près stable, en quelque sorte, que l'on peut visualiser, visionner de façon fixe. La représentation, c'est la lecture, la performance théâtrale, quelque chose de très évanescent. Qu'est-ce que c'est que la lecture en ligne? C'est du droit de reproduction ou du droit de représentation? On n'en sait rien. Et pourtant, on doit se débattre avec ces deux notions juridiques et essayer d'articuler et de faire rentrer cette pratique dans ces cases. Ce qui fait que nous passons notre temps donc, à jongler dans les contrats et à écrire des trucs absolument délirants qui vont faire bondir à Yerdal, qu'on verra tout à l'heure normalement en séance, donc, et à 17h il sera chauffé. Donc, voilà, ce qui fait qu'on se retrouve donc avec ce corpus auquel je suis attaché, auquel beaucoup sont attachés, totalement inadapté, et en même temps l'idée que si on le touche maintenant, de toute façon on aura tout faux, parce que ce que l'on a élaboré. Quand je reprends mes petites tablettes, moi j'ai prêté serment il y a maintenant pratiquement 20 ans. Les premières affaires d'Internet, on les a plaidées en 1996. Donc la première contrefaçon, c'est 1000 milliards de poèmes de Queneau qui avaient été mis en ligne par des étudiants. Vous voyez, en plus c'était assez merveilleux parce que le mécanisme, vous connaissez le livre, avec les languettes, etc. Donc
en mode interactif complet, ça peut peut-être jouer de façon absolument merveilleuse. Ça n'a pas plu à Gallimard, mais il y a peu de choses qui plaisent à Gallimard, donc qui détient les droits. Donc évidemment, on a plaidé cette première affaire il y a donc maintenant 15 ans. Et je vous assure que le vocabulaire qu'on utilisait à l'époque, la façon dont le juge regardait la bête, l'ordinateur. Donc, parce qu'en plus, je me souviens très bien, tout le monde avait triché, puisque comme il n'y avait pas de connexion Internet au palais de justice, il n'y a pas de connexion du tout. Hein, c'est-à-dire, on est hors du monde, en plus dans les tours de la conciergerie. Vous voyez, donc on est resté bloqué à une certaine époque. Voilà, on croit encore que Marie-Antoinette et Louis XVI sont quelque part en bas dans le cachot en train d'attendre la guillotine. Et donc, autant vous dire que généralement on n'a pas de prise pour aller brancher. Quand on a trouvé une prise pour brancher à l'époque notre petit modem et le impossible, donc on avait fait en accord toutes les parties dans l'affaire. Tous les avocats avaient fait un fake complet, c'est-à-dire on avait fait tourner un programme qui était supposé faire croire au juge qu'on était connecté à Internet. Ils trouvaient ça merveilleux. Donc, une sorte de Wi-Fi avant l'heure, quoi. Donc voilà. Donc, pardon ? Oui, c'est de la débrouille. Mais tout le monde était d'accord. On s'était tous mis d'accord, avocats de toutes les parties, pour voilà. Mais le juge nous a regardé comme si on était, mais je sais pas, j'aurais été Houdini, c'était pas mieux, hein, je vous assure. Il a appuyé sur le bouton, il a fait waouh. Voilà. Donc on est avec cette obsolescence qui n'est pas sans poser beaucoup de difficultés face à des problèmes de téléchargement, face à des problèmes de contrats anciens, de contrats nouveaux, de détermination de rémunération, de support qui évolue en permanence. Plus, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Effectivement, de préservation de la chaîne aussi des opérateurs de librairie. Moi, on y viendra, ça sera sans doute une partie du débat cet après-midi, mais je suis toujours un peu perplexe quand j'entends le discours selon lequel on va faire beaucoup d'économies parce qu'on va se débarrasser des intermédiaires. Moi, j'aime pas qu'on se débarrasse des intermédiaires, je vous le dis, parce que notamment dans les intermédiaires, il y a les libraires. J'ai pas la sensation que les libraires soient une scorie si épouvantable que ça. Donc il y a quelques fâcheux, quelques grincheux, ça peut arriver, etc. Mais l'idée que l'on puisse se débarrasser en quelque sorte d'un endroit qui en réalité, de gens qui en font en réalité œuvre de culture, mais toujours désagréable, tout ça pour arriver à gratter 2,5 points sur des rémunérations, on va dire, qui font quand même pas de nous des Dan Brown en puissance.